Slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. snagaнарода.rs. Bonjour, ici Radio Belgrade, Radio Force du Peuple, Radio Lutte du Peuple, Radio Snaga Naroda. C'est l'émission hebdomadaire de géopolitique que j'anime avec un certain nombre d'amis chaque fois. J'ai avec moi Ugo Gaudenzi de Rome, qui est un citoyen romain et qui a fondé il y a quelques années un groupe qui s'appelle Rinascita, qui dispose d'un site internet que l'on peut consulter sur rinascita.eu et qui est l'organe de la gauche nationale. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Bon, alors je vais aborder un certain nombre de sujets, d'actualité, et nous converserons. Ugo, qui est un vieil ami, nous dira ce qu'il en pense, vu de Rome. Alors je reviens, puisque nous sommes en Serbie. Il n'y a pas une grande actualité politique en ce moment en Serbie, ça ne va pas durer, mais il y a toujours le scandale Megatrend, dont j'ai déjà parlé, cette université qui a été créée, université privée créée par un oligarque, Misha Jovanovic, et d'où est sorti le nouveau ministre de l'Intérieur, et donc Misha Jovanovic s'en est vanté. Tout récemment, ça a fait scandale parce que le doctorat du ministre de l'Intérieur serait un plagiat. Et donc c'est un scandale politique. Le recteur de l'université a rouspété, a dit que les gens qui critiquaient ce doctorat étaient incompétents. Il a été très arrogant comme à son habitude, et il se trouve que ça lui est retombé sur la tête, effet boomerang. De petits malins sont allés fouiller un petit peu dans sa bio, dans son curriculum vitae, et se sont aperçus que les deux doctorats de ce monsieur étaient des faux doctorats. Plus que ça, il n'y a pas de trace, puisqu'il se prévalait d'un doctorat à Londres, à la London School of Economy. Il n'y a pas de trace de ce doctorat, et des universitaires anglais ont témoigné qu'ils ne l'avaient jamais vu, et qu'il n'y a pas de trace dans le registre des doctorats qui est tenu dans chaque pays par les universités. Donc un double scandale, et une avalanche, depuis 8 jours, une avalanche d'articles venant de tous côtés, et venant aussi des milieux fréquentés par cet individu, l'oligarque Misha Jovanovic. Alors c'est très curieux. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire, en dehors des faits? Est-ce qu'il y a une manœuvre pour viser le gouvernement en place? Est-ce qu'il y a une manœuvre pour couper l'herbe sous les pieds à la véritable opposition, qui est le mouvement, l'organisation de Véry, qui dénonce les scandales, qui dénonce la corruption? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un coup encore plus tordu, parce que le pouvoir serbe actuel, bien qu'aligné sur l'atlantisme, semble faire de la résistance pour permettre la réalisation du trajet South Stream, Južni tok. Et la Bulgarie aussi. Dans la Bulgarie et la Serbie sont ensemble dans cette affaire. Elles ont intérêt à ce que le gazoduc passe par leur territoire respectif. Le gazoduc doit aller en Hongrie et bifurquer vers la Croatie, l'entité croate, et la Republika Srpska. Et puis on parle aussi de la Macédoine, donc c'est très important. Le nœud de ce gazoduc sera la Serbie.
la Voïvodine. Et ce gazoduc avait été décidé par les Russes, la construction de ce gazoduc, pour contourner l'Ukraine. Donc il y a un lien avec le conflit ukrainien qui n'est pas né hier, et venir directement de Novorossiysk à la Bulgarie en passant sous la mer Noire, un peu comme l'autre gazoduc du Nord passe sous la mer Baltique. Alors, est-ce que c'est pas un moyen de pression aussi à travers ce scandale Megatrend sur le gouvernement serbe? La question mérite d'être posée. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à dire? Je ne connais pas bien la structure de M. Micha, mais... Micha Megatrend. Megatrend. Mais je peux dire une autre chose. Il y a plusieurs années que dans tout le monde atlantiste occidental, il y avait la prolifération des universités privées. Qu'est-ce qu'il signifie maintenant avoir beaucoup d'universités privées au contraire, au lieu de l'université publique? Il signifie que pouvoir les aménager, pouvoir les contrôler et pouvoir obtenir des grands parkings pour les étudiants, pour les garçons, pour les jeunes qui vont avoir quelque chose à faire réellement. Parce que des parkings autour de l'université en question, il y en a un tas, au sens non figuré. Oui, c'est dans le cadre de la privatisation de tout. Privatisation de la guerre, privatisation des entreprises, privatisation des prisons et privatisation des universités. Dans un pays comme la France, il y en a des universités privées, mais tout de même, l'éducation nationale ou ex-nationale est toujours là, avec son lobby, etc. Et ici, c'est un exemple typique, caricatural d'entreprise de corruption, de façade. Et puisque on parle en français, ce monsieur avait invité des personnalités pour se faire photographier avec, faire de la publicité pour lui. Il avait fait venir, même embaucher les frères Bogdanov qui n'ont, à ma connaissance, pas enseigné ici, mais qui disaient qu'ils enseignaient ici. Et il a fait venir Pierre Cardin, toujours pour la publicité, qui croyait qu'il était en Bulgarie. Et il a dû le payer, évidemment, pour venir. Pierre Cardin, c'est quand même un personnage. Et il a même utilisé un président potiche pour son entreprise, pour sa faculté, pour son université, Jean-Jacques Chanaron, de Grenoble, qui est passionné d'automobile et avec qui il devait partager sa passion aussi pour les voitures de luxe et pour les voitures de collection. Voilà. Donc une caractéristique, c'est que ces présidents potiches, fantoches, ne restent pas longtemps. Peut-être se sont-ils aperçus de la supercherie, de ce qu'était cette université. Et on a eu droit à un Sud-Coréen, donc un Français, Chanaron, aussi un Autrichien, et maintenant on a droit à un Américain, un États-Unien. On verra. Bon, je voulais reparler de ça parce qu'ici il y a eu un déluge. Après le déluge, il y a eu le déluge Megatrend, et il fallait en parler. C'est une histoire qui n'est pas finie, qui gêne le pouvoir. Et dans d'autres pays, le ministre en question, qui a fait un doctorat avec plagiat, aurait démissionné le lendemain. C'est le président de la République. Le recteur
le recteur d'une université ne se livre pas à ce cinéma. Et puis bon, le recteur lui-même est en cause, donc on verra la suite dans peu de temps. Maintenant, je voudrais passer au débarquement en Normandie. Le débarquement en Normandie, c'est pas le débarquement en Sicile avec la mafia, c'est le débarquement des Anglo-Saxons. Et il paraît qu'ils nous ont libérés, nous, Français, ils nous ont libérés. Donc le 6 juin, il y a eu ces cérémonies, Poutine est venu, et combien de gens savent que De Gaulle avait boycotté ces cérémonies en 1964? Il avait dit qu'il ne voulait pas participer à un débarquement qui était une invasion. Je lis un passage tiré du livre d'Alain Perfit, c'était De Gaulle. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France. Ils étaient bien décidés à occuper le territoire. Ils y étaient comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Allemagne et en Italie. Ils avaient préparé leur Amgot. Amgot, c'était la structure d'administration à eux, une colonie, sur une colonie française, qui devait, donc cette Amgot, gouverner souverainement la France à mesure de l'avancée de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait cours forcé, ils se seraient conduits en pays conquis. Et De Gaulle concluait, c'est exactement ce qui se serait passé si je n'avais pas imposé, alors là il se fait valoir évidemment, mais c'est la vérité, oui, imposer mes commissaires de la République, mes préfets, mes comités de la libération, et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il n'était que le prélude à une seconde occupation du pays. Voilà, il faudrait... je ne pense pas que l'un des journalistes qui sévit aujourd'hui en France dans ce qui s'appelle la presse et se soit référé à cette position de Gaulle. Ils sont tous allés là-bas, au garde à vous devant les envahisseurs anglo-américains. Et qu'est-ce que tu en penses, Hugo, de ça? Je voudrais dire une chose sur les AM Frank. Je pense que c'était le nom de la monnaie. C'est un rapport, oui. De la monnaie qui vont utiliser l'anglo-américain en France, qui ont usé dans les premiers temps. Ils ont fait la même chose aussi en Italie. Et ils ont créé les lire. Ah bon, mais les Américains oui. utilisent toujours les mêmes sigles finalement. Oui, voisins. Amgot et lire. C'est ce qui se passe avec les forces d'occupation des différents pays. C'est la même chose. Oui. Et il faut se souvenir qui Messier Jacob Rothschild, il a dit, il y a des siècles, qui peut émettre la monnaie a le pouvoir dans le monde. Et ça, c'est la chose qu'on cherchait de faire avec les âmes lire et âmes franc. Et tu voudrais pas dire que l'amgot, ça préfigurait l'euro? Oui. Oui. Et que maintenant on fait avec l'euro unique, euro-atlantiste, et mondial, qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la monnaie de la Banque centrale européenne. Oui. Et donc, les raisons de ne pas commémorer, de ne pas célébrer cette invasion, et de ça aussi, la presse française n'a pas parlé. Ce sont les bombardements, les très nombreux bombardements qui ont eu lieu à cette époque, avant et après le débarquement. Entre 1943 et 1945, il y a une trentaine de villes françaises qui ont été bombardées,
qui ont été en partie détruites ou complètement rasées. Et non des moindres. Alors, tout le monde sait que il y a eu des villes en Normandie et en Bretagne qui ont été bombardées. Tout le monde sait ça. Il y a eu Cherbourg, Caen, Dieppe, et en Bretagne, Saint-Malo, qui a été reconstruit ensuite à l'identique. Et Nantes, Lorient, Brest, et même des endroits de la banlieue parisienne. Mais aussi dans le sud. Dans le sud, il y a eu Nîmes, il y a eu Marseille, Nice, etc. Une trentaine de villes, il y a eu autour de 80 000 tués. Voilà les libérateurs. Et on s'aperçoit que c'est une manie chez les anglo-saxons d'employer les bombardements massifs, quel que soit le mode opératoire. Aujourd'hui, on parle de ciblage très précis. C'est pas si précis que ça. Moi, j'ai vécu les bombardements ici de Belgrade en 1999. Il y avait des tirs précis et d'autres qui ne l'étaient pas du tout, qui tombaient un peu plus loin, ou même des missiles qui se perdaient, qui allaient vers la Bulgarie, la Roumanie, etc. Donc, pourquoi ces bombardements, cette manie des bombardements? Mais d'abord, c'est une manière de gagner de l'argent. Ça fait tourner le complexe militaro-industriel, ça fait gagner de l'argent aux banquiers. Et donc c'est lucratif. Et puis il y a une idée derrière cela, d'ailleurs qu'ils disent ouvertement, qu'ils expliquent ouvertement, c'est qu'après la destruction, il faut faire la reconstruction. Et qui fait la reconstruction? Ça n'a pas été comme ça en France, mais ailleurs, ce sont les sociétés américaines, états-uniennes, qui font la reconstruction. Donc, on bombarde et ensuite on récupère. Non seulement on gagne de l'argent avec ça, mais on fait un investissement. Et puis ici, ils ont acheté des plants de tabac qui avaient été bombardés. Pourquoi bombarder des plants de tabac? Du côté de la Macédoine, ils ont acheté des entreprises, ou ils ont coulé des entreprises qui leur portaient préjudice, comme une entreprise d'aspirateur de Tchatchak, qui a été complètement détruite, et il se trouve qu'ils avaient des produits qui les gênaient sur le marché mondial. Alors ça a été détruit. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Non, je pense que tu es tu es correct, hein, tu fais cette analyse parce que c'est partout comme ça. Aussi, si on verra, si on peut voir qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il est passé en Libye, en Syrie, en Irak et aussi en Serbie. Mais si on va dans le passé, qu'est-ce qu'il est passé en Italie? Alors en Italie, il y a eu des bombardements aussi. Plusieurs, 250 000 tués pour les bombardements anglo-américains. L'Italie était dans le mauvais camp, entre guillemets. Excusez-moi? L'Italie était dans le mauvais camp, entre guillemets. Ah ouais. L'Italie avait été poussée. Et je dis ça parce que avec ma femme, j'ai participé à un livre collectif sur le centenaire de la guerre de 1914-1918, qui sera présenté dans le village d'Emir Kusturica à la fin du mois. Et j'ai fait un travail sur Jacques Bainville et les conséquences politiques de la paix. Ça s'appelle ainsi, qui est un livre clé. Alors ça concerne la Première Guerre mondiale, mais les écrits de Bainville sont très éclairants sur la Deuxième Guerre mondiale. Et il explique très bien que l'Italie a été flouée, a été trompée, que les Alliés de l'époque avaient promis à l'Italie des territoires. À l'époque, c'était comme cela, notamment vers Fiume et vers la côte d'Almate et peut-être ailleurs, et que finalement les anglo-saxons ont oublié leurs promesses.
on avait des traités précis pour avoir, parce que... En 1915. Oui, dans la première à Londres. Oui, Londres. Oui. À Londres, pourquoi pour donner à l'Italie la côte de la Dalmatie. Et a été fait quelque chose enfin, mais parce qu'il y avait Gabriele D'Annunzio avec justement. la Légion de Fiume et Rijeka. Est-ce que tu peux nous parler d'Annunzio? Oui, l'épopée de D'Annunzio, c'est très intéressant parce qu'il a réuni les nationalistes de gauche, oui, comme nous, et les nationalistes de droite, et tous les soldats, les militaires qui, de la Première Guerre mondiale, et il a envahi, on peut dire comme ça, je ne sais pas, envahi Fiume. Ils ont pris Fiume qui s'appelle Rijeka, c'est le même mot, ça veut dire la même chose, ça veut dire la rivière. La rivière. Et parce que à Lussinpiccolo, l'île, la grande île qui est avant Fiume, l'île de Lochnyi, oui. Kerk, Lochnyi, Kerzo. Oui. Il y a plein d'îles. Oui, il y en a une qui est plus grande que les autres. La plus grande est la Dalmatie. Oui. La plus grande de la Dalmatie a été le lieu où est la marine militaire italienne. Oui. Avant Zadar, c'est le même nom. Et c'était peut-être après la marine de l'Empire austro-hongrois. Ouais. Oui. Et alors, qu'est-ce qui est passé dans cette... Que Orlando, ça a été le premier ministre de l'époque italienne, il n'a pas fait rien pour avoir le respect des parts de Londres. Des promesses. Des promesses, toutes les choses. Et on a changé le premier ministre avec Nitti, qui le bon Gabriele D'Annunzio, qui a été un poète et aussi un chevalier de guerre, aussi, qui l'a nommé Nitti Kagoya, qui signifie Nitti de merde. Ça, c'est la chose. Parce qu'il devait aller contre les Anglais et pourquoi il ne voulait pas aller contre les Anglais? Parce que les Anglais ont les pouvoirs après la Première Guerre mondiale avec la maison Savoie, de Savoia, la maison royale de l'Italie. On avait les pouvoirs effectifs de l'Italie. Et donc, la geste d'Annunzio, ça a été une révolte. Ça a été une révolte armée populaire. On peut la rassembler avec la Commune de Paris des siècles passés. Militaires et des citoyens. Oui. Avec une marche. Ça s'appelait la République du Carnaro. Carnaro. Oui, parce que ça a été... Il n'y avait pas que la ville de Fiume, mais il y avait aussi une bande de territoire. Petit de territoire. Parce que la ville de Fiume a été le lieu où on a fait les premiers statuts vraiment libres pour l'Occident, pour l'Europe. Une constitution. Oui, une constitution. Oui. Même Lénine a dit que les vrais révolutionnaires italiens ont été là, Gabriele D'Annunzio. Avec la possibilité de la socialisation des entreprises, avec la participation directe des citoyens à les pouvoirs, mais ce n'est pas seulement les citoyens, aussi les femmes. Pourquoi les Anglais ne voulaient pas que l'Italie soit à Fiume?
Les Anglais, comme vous savez très bien ici en Serbie, on a participé, oui, c'est vrai, à la première guerre avec la Serbie contre l'Autriche. Mais il ne veut pas du tout que l'Italie peut devenir, ou l'Autriche peut devenir encore plus avec pouvoir dans l'autre côté de l'Adriatique. Oui, mais et ils ont continué la chose aussi dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, dans les mêmes, c'est une constante chez les Anglais et chez les Américains qui ont ils ont bombardé leur politique. Ils ont bombardé tout la Dalmatie, aussi, autre l'Italie. Toute la Dalmatie a été bombardée. Donc les Anglais, à l'époque, ont saboté, ont trahi leurs paroles. Et ça explique, je pensais à cela parce que ça explique aussi les réactions des nationalistes italiens, des socialistes patriotes, et aussi ça explique Mussolini au départ. Oui, c'était la révolte contre la parole déchue, enfin la parole qui donnait est reprise, et la révolte contre une entourloupe, la révolte contre un mensonge, contre une spoliation, en quelque sorte. Et contre la droite italienne, Nittica, Goya, toutes les choses, qui a été pro-anglais. Oui, et je me souviens que ici en Serbie, Vojislav Šešelj avait, au début de la guerre yougoslave, donc la guerre yougoslave, a déclaré que la Dalmatie et l'industrie 1991, à partir de 1991, avait déclaré nous sommes partants pour une frontière commune avec l'Italie. Oui. Mais il n'évaluait pas bien le régime italien, qui est une colonie états-unienne, qui était une colonie états-unienne à ce moment-là, et qui l'est toujours. et qui ne voulait pas certainement pas aller sur les traces de D'Annunzio. C'est pas du tout son style. Mais il a pensé à les communes de Zara ou de Fiume ou des exilés italiennes de l'Istrie et de la Dalmatie, qui ont fait des livres communs, des livres mairies, et avec ces autorités, c'est rencontré. Ça explique en partie la présence d'une brigade italienne en Kraïna, qui s'appelait la brigade Garibaldi. Oui. Et de volontaires italiens, et ça explique aussi la sympathie pour les Italiens et pour l'Italie en général des Serbes, que j'ai constaté. Oui, il faut aussi penser que dans la Première Guerre mondiale, les Serbes et les Italiennes ont combattu d'ensemble aussi en Italie. Tous les militaires serbes ont passé l'Adriatique avec les bateaux italiens, et ils ont eu la plus grande bataille qui a été Caporetto et Vittorio Veneto avec les Italiens, contre l'Autrichienne et contre les Prussiennes. Oui, bien sûr. Et donc je crois qu'il fallait parler de ça. Et donc il y avait la présence. Je reviens au débarquement, on est toujours dans les ports et dans les débarquements, et avec les anglo-saxons en face. Et donc Poutine s'est rendu aux cérémonies du débarquement. D'abord, pour une chose, c'est pour rappeler que les anglo-américains ont tendance à faire croire qu'ils ont fait la guerre. Mais il y avait aussi la Russie soviétique, comme disait De Gaulle, la Russie soviétique. Et les Russes et ou soviétiques ont perdu beaucoup plus de soldats dans cette guerre, dans cette deuxième guerre mondiale, que les Américains, que les Anglo-Américains. Oui. Mais si tu as vu aussi que Poutine a été, avant d'aller à Normandie, a été en Crimée.
où a fait la première célébration de la victoire russe dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la victoire de la Deuxième... les seuls à voir la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale a été la Russie soviétique. Oui. Parce que, comme tu as dit maintenant, il y avait 228, si je me rappelle bien, divisions allemandes à l'ouest contre la Russie. Et la Russie est arrivée à Berlin. Oui. Dans l'autre côté, seulement 28 divisions contre les Anglo-Américains. Oui. Il signifie quelque chose. S'il n'y a pas la puissance de la Russie soviétique, les Anglo-Américains ont été rejetés dans l'Atlantique. Oui. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais il faut rappeler tout ça. Et ça nous amène à la situation actuelle en ex-Ukraine. J'emploie le terme de ex-Ukraine, comme certains disent l'ex-Yougoslavie, parce que je pense que l'Ukraine telle qu'elle était encore il y a 3 mois n'existera plus. Ne serait-ce qu'avec l'ablation de la Crimée. Mais ça ne suffit pas. Alors j'ai sous les yeux une photo, une déclaration de l'agence France Presse qui nous parle de Slaviansk bombardé par les séparatistes. Et c'est vraiment un mensonge caractérisé. Le pilonnage de Slaviansk par des séparatistes, il y a un petit texte dessous, pro-russes, les séparatistes pro-russes, a provoqué dimanche 8 juin de nombreux incendies dans la ville, alors que le nouveau président Porochenko a déclaré vouloir mettre fin dans la semaine au combat dans l'Est. Alors là, il y a tout dans cette phrase, parce que non simplement un truc inversé et complètement faux, ce sont les séparatistes qui se tirent dessus, mais encore le brave président Porochenko, élu, comme on sait, qui devait être élu au premier tour, parce que sinon le scénario ne marchait pas, la suite du scénario. Alors il veut mettre fin à la guerre, mais il n'y arrive pas. Seulement il envoie des avions, des tanks, des bombes sur les gens, et le pauvre homme veut mettre fin à la guerre. Voilà, bon, je crois que l'AFP, à travers les conflits du passé, Yougoslavie, Libye, Syrie, et maintenant ex-Ukraine, a montré que c'était vraiment un organe de propagande, et non une agence de presse. Qu'est-ce que... en Italie, comment les choses sont présentées sur l'affaire ukrainienne et l'affaire du Donbass? Ouais, de la même façon qu'on présentait dans tout l'Occident, et aussi en France, naturellement. Mais il y a beaucoup de personnes en Italie, du peuple, qui désormais connaît très bien que la désinformation c'est global. Ils l'ont vu avec la Libye, la Syrie, avec toutes les choses. Est-ce qu'ils ont une influence? Oui. Mais ça signifie qu'au moins en Italie, n'allez pas plus à les élections, l'abstention dans la démocratie parlementaire, toutes ces choses-là. Je voudrais dire une chose, si tu permets, sur la chose de l'ex-Ukraine. Il paraît-il qu'il y a la même situation d'une cinquantaine d'années où, dans l'ex-Ukraine, alors, il y a la possibilité que dans l'Ukraine, la NATO, l'OTAN, peut devenir le front contre la Russie, non? Oui, on en parle. C'est clair. C'est la suite de la guerre yougoslave, c'est la marche vers l'Est, en allemand Drang nach Osten, repris par les anglo-saxons, et ça a commencé par la Yougoslavie qui a permis d'installer l'OTAN dans les pays voisins,
Roumanie, Bulgarie, etc., Croatie, entité croate, Hongrie, Pologne. Et puis maintenant, ils songent à la Moldavie et à l'Ukraine. Et c'est inacceptable pour les Russes parce que l'OTAN toucherait la Russie. Et aussi, ils veulent s'installer en Géorgie. Et donc, alors, il y en a qui disent que il ne faut pas réagir dans le Donbass, que la Russie ne doit pas réagir dans le Donbass parce que ça donnerait un prétexte aux États-Unis et à l'OTAN pour intervenir. Mais ils interviennent déjà. Ouais. Ils interviennent ouvertement. Alors là, peut-être qu'ils se montreraient un peu plus, mais ils ont déjà... c'est comme ce qu'ils faisaient en Krajina. En Krajina et ce qu'ils ont fait en Bosnie et au Kosovo. Ils utilisent des sociétés militaires privées, des sociétés de mercenaires. On a les noms. Elles sont états-uniennes et il y en a une qui est polonaise, mais qui roule pour les Américains. Bon, alors ça commence comme ça et ensuite on officialise la présence de ces gens et ils deviennent des soldats de l'US Army et des troupes de paix évidemment de l'OTAN. Donc ceux qui croient que si la Russie intervient, ça va donner un prétexte à l'OTAN et aux Américains pour attaquer en Ukraine, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas besoin de prétexte pour qu'ils attaquent. Ils ne cessent d'attaquer depuis, j'allais dire 1945. Ils ne cessent d'attaquer. Et surtout depuis l'écroulement de l'Union soviétique. Ils font des guerres sous un prétexte ou sans prétexte. Et puis ils fabriquent ils façonnent l'opinion, ils ont le contrôle sur les médias, l'infodominance, et ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas en face, il n'y a pas de contestataires ou simplement des petits groupes. Aujourd'hui, avec Internet, c'est un peu changé parce que on peut sortir des faits, des vérités, mais Internet qui fonctionnait pas il y a 25-30 ans, qui était rien du tout, il y a 25-30 ans. Qui était dans ses balbutiements. Donc le problème pour la Russie aujourd'hui, c'est que si elle ne frappe pas un grand coup dans la nouvelle Russie, Novorossia, qui ne se limite pas aux deux oblasts de Donetsk et Lugansk, elle va perdre son crédit, le crédit qu'elle a eu avec Poutine et même sans Poutine. Et Poutine sa popularité va chuter s'il le laisse faire. Alors on nous dit, il y a un troisième terme, on nous dit oui, mais officiellement la Russie n'intervient pas, mais en fait les combattants du Donbass, la résistance, la milice, l'armée de milice du Donbass trouvent sur le bord des routes des caisses de lance-missiles, des mortiers, même des canons, des véhicules, etc., comme ça. On dit aussi qu'elle en prend à l'ennemi, ce que l'on peut croire. Et puis on dit qu'à travers les Cosaques qui sont sur place, la Russie intervient d'une certaine façon. Bon, on verra. C'est vrai que l'ennemi est mauvais. Il est mauvais dans le sens que la guerre qu'il mène n'est pas un succès. Il tue des gens au hasard, et parfois volontairement, des civils. Ils ont du mal face à quelques centaines, on ne sait pas, ils sont peut-être un peu plus, de miliciens très mobiles qui ont des armes anti-chars, qui ont des systèmes lance-missiles portables sol-air efficaces, qui ont déjà descendu quelques avions et hélicoptères. Donc, est-ce que la Russie intervient ou n'intervient pas? Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Je pense que c'est une situation très correspondante à une cinquantaine d'années, qu'il y a une cinquantaine d'années. Quand, où ça? Cuba. Ah. Quand, à l'envers, nous avons vu que l'affrontement russe-américain sur le missile à Cuba. L'histoire dit comme ça que
avoir proche de la maison, de la patrie, et aussi à Guantanamo, où la base militaire a été aussi dans l'époque la base militaire américaine. Humanitaire, c'est humanitaire. Humanitaire américaine, états-unienne, comme tu dis. Et c'est très dangereux dans le cas pour l'Amérique, pour l'Amérique du Nord, qui a fait les points durs, radicaux, et a obtenu des choses. Non, une chose seulement, que les missiles n'étaient pas plus mis dans Cuba. Mais aussi, les Russes ont obtenu que tous les missiles nucléaires dans la Méditerranée ils devaient être transférés au dehors. De l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne, mais l'Espagne a été moitié-moitié. Pas complètement occidentale dans les périodes. Alors, je vis que c'est la même chose à l'Épartamber. Peut-être, mais... Et c'est une chose de guerre froide. Je ne pense pas que l'Amérique peut avoir une bataille, une guerre contre la Russie dans ces moments. Il y a les BRICS, il y a moitié des... C'est vrai, mais le BRICS c'est une alliance disparate. Oui. Mais Dushanbe, maintenant, pour exemple, la plus grande base militaire de Centre-Asie, de l'Asie centrale, c'est Tadjikistan, Ouzbékistan, chinois et indiens. Et maintenant, les Indiens, ce sont de nouveau à côté de la Russie. Oui, bien sûr. Alors, voyons comment ça marche. Ce sont des perspectives, des analyses, je ne sais pas si... Oui, mais c'est quand même plus grave pour la Russie actuellement d'avoir une ingérence armée, depuis le putsch. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent signer n'importe quoi, faire venir au nom de l'urgence de la dramatisation des troupes. C'est quand même plus grave pour la Russie d'avoir l'ennemi au sens romain du terme, dans l'est de l'Ukraine, en Ukraine, que pour les Américains hier d'avoir eu des missiles à Cuba. De toute façon, il y avait déjà Cuba qui était hostile, qui était pas beaucoup indépendant. Indépendant. Oui. Et hostile dans le sens pas le même système. A été 50 000 marines, 1000 marines de... Parce que si la Russie n'arrête pas ça, les accusations américano-occidentales et atlantistes contre la Russie ne vont pas s'arrêter. Elles vont continuer, ce sera un encouragement. Et si la Russie montre les crocs, évidemment, il y aura un tohu-bohu, un tintouin, un tohu-bohu à travers l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et leurs colonies. Mais comme ils font déjà régulièrement un tohu-bohu, moi je vois pas l'intérêt de ne pas réagir plus fortement. Et il y a en Russie en ce moment beaucoup de gens qui rouspètent et qui voudraient que la Russie montre les crocs, que l'ours russe se rebiffe sans ménagement. Oui, mais c'est la même chose que je pense, parce que quand je dis c'est comme Cuba, Cuba a été les majeurs confrontes entre les deux. Je vais dire une chose sur Poroshenko. Poroshenko, c'est un double face, président de la République ukrainienne. Oui. Parce que tu sais que lui a été pas gradito
gradito, gradito, Gradito. gradito. Continue la phrase, on oui, va voir oui, dans le contexte. ouais. Il ne peut pas aller dans l'Amérique, dans les États-Unis. Il ne peut pas aller aux États-Unis. Jusqu'à des années. Il ne pouvait pas aller. Ne pouvait pas aller. Il était interdit de séjour. Interdit de séjour. Pour quelle raison? Pour des raisons de malversation, Oui. des choses de compagnie, le roi des chocolats, toutes ces choses-là. Oui, c'est l'un des Et auteurs. la chose que je vis, qu'il y avait l'entretien avec Poutine, peut-être aussi les voir comme un double espion, un double espion de départ. Comme Gorbatchev à Comme l'époque. Gorbatchev. Et qui a dit il y a 2 jours qu'il s'était fait avoir, qui a fini par dire cela. Et je me souviens, j'étais à Paris à l'ère de Gorbatchev, et il y avait des gens très intelligents, très savants, qui disaient attention Gorbatchev, il est très habile. Il est en train de nous faire croire que la Russie bat les armes et que la Russie est prête à l'ouverture, mais en fait c'est un piège. Il nous disait ça. En fait le piège c'était le contraire. C'était les gens qui faisaient croire ça. Et bon, peut-être, on a vu la suite. ce sont des choses à On a voir. vu. Ils y croyaient ou ils n'y croyaient pas. Mais je pense que certains n'y croyaient pas. Alors je cherche... On fait un contact avec quelqu'un là, mais ça marche pas ça. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Je sais pas si ça a marché. Bon, musique. Pelsme.
Snaga Naroda, la radio serbe de Belgrade, que c'était, je dis c'était parce que ça va bientôt se terminer, l'émission en français de géopolitique d'Yves Bataille, savoir moi-même, sur une discussion sur un certain nombre d'événements importants, sélectionnés du monde, de l'Europe et du monde, de la Serbie, de la France, du monde francophone, de la Russie, de l'ex-Ukraine en ce moment, et que on peut nous contacter via Skype. Encore faudrait-il que ça marche, à snaga, snaga.naroda, N-A-R-O-D-A. Ce sera pour une prochaine fois. Et j'ai eu quelques appels ici, mais apparemment les personnes ne sont plus devant leur Skype. N'y sont plus, ou voilà. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? J'essaie d'avoir quelqu'un, c'est chaque fois pareil, ça marche pas. Ou je sais pas le faire marcher, je sais pas. Renaud, tu es là? Ici? Ah non. Ça marche pas. Bon, on va pas insister. Je peux pas parler, mais je t'entends. Ah. Pourquoi tu peux pas parler? Ah, c'est la technique. Alors on a quand même le contact. Je peux pas parler, je n'ai pas de micro. Ah bah oui, alors là, si t'as pas de micro, ça sera pour une prochaine fois. On te salue. Ça aurait été intéressant parce que Renaud est un militaire. Un militaire qui a fait un certain nombre de champs de bataille, un jeune militaire, qui est venu ici à Belgrade et qui d'ailleurs est devenu orthodoxe. Au retour en France, il est devenu orthodoxe. Donc on le salue, on le soutient, et il m'a demandé ces jours-ci des rubans de Saint-Georges. Donc je lui ai envoyé ces rubans. J'espère qu'il les recevra. Si quelqu'un veut des rubans de Saint-Georges, eh bien on me le demande via Snaga Naroda, ou alors on m'appelle, on me passe un message sur mon compte Facebook Yves Bataille, IV, plus loin B-A-T-A-J. Voilà, salut Renaud. Je regarde s'il y a quelqu'un ici, on est en train de déborder de temps. Mais bon, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave pour nous. Bon, nous saluons avec Hugo qui est là, les auditeurs de France, d'Europe, d'Italie. En Italie, il y a beaucoup de gens francophones, maintenant, il n'y a pas plus. Qui comprennent le français. Un petit peu. Hein, oui. Et il n'y en a pas plus qu'avant. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup. Tout le monde comprenait. Il y en avait beaucoup, maintenant il n'y en a pas plus, donc il y en a toujours autant. Tout ça pour l'anglais. Bon, oui, mais l'anglais, même en France. Donc les Québécois, j'y tiens, Québec libre, les Russes et les partisans du Donbass et de Novorossia. Et les Serbes. Vive la Serbie. Vive la Serbia. Salut à tous. Radio Snaga Naroda. Много песен мы в сердце сложили,